La première génération DS4 était une Citroën améliorée. Depuis, DS est parti d'une page blanche pour cette nouvelle génération, deuxième génération DS4. Est-elle maintenant parvenue à avoir sa propre identité? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Cet essai de la DS4, vous pouvez le retrouver dans le magazine du Moniteur Automobile ainsi que sur le site moniteurautomobile.be, un site et un magazine où vous retrouvez plein d'autres informations sur l'actualité automobile et plein d'autres essais. Alors, je vais vous faire un petit secret de tournage. D'habitude, nous tournons nos vidéos en même temps que nos collègues d'AutoGuides. Et aujourd'hui, à cause du Covid, je suis le seul francophone disponible. Alors, je peux compter sur un de mes collègues d'AutoGuides, Steven. Dag Steven. Salut Olivier. Alors, grâce à lui, vous pourrez avoir aussi des explications en français, parce que je ne pouvais pas le faire tout seul, mais ce seront des explications en français par un de mes collègues néerlandophones. Est-ce que tu as bien révisé le Becherel et le Grévis? Pas vraiment, il ne me restait pas trop de temps, donc je voudrais déjà m'excuser aux spectateurs. Ce sera avec un accent aujourd'hui et je crains aussi quelques erreurs contre le masculin et féminin. Voilà, peut-être aussi des petites erreurs de conjugaison, mais ce n'est pas très grave parce qu'il est là pour nous dépanner. C'est une période bien particulière. Ça ne nous empêche pas de vous présenter maintenant la DS4. On y va, Steven? Absolument. Ok, c'est parti. Ouais, avec la première question, parce que tu as parlé de l'identité de DS, la DS4 notamment, qui est fort différent, et ça se voit déjà au style. Hein. Ah oui, mais c'est une voiture qui a déjà un cachet. On voit quand même que la carrosserie a des plis assez marqués. Hein, on voit quand même beaucoup de plis sur la carrosserie. Un design qui est à la fois, je dirais, stylé, mais en même temps, a quand même des lignes qui sont parfois, qui sont quand même très piquantes, parce que la voiture, ça pique vraiment. Donc on voit vraiment qu'il y a vraiment un travail très fort sur le style. On voit aussi des énormes diodes à l'avant pour les feux de jour, qui marque bien la voiture, donc elle en impose dans les rétroviseurs des autres véhicules. On a aussi une belle calandre, on a évidemment un long capot. Ce long capot, en fait, c'est pas par hasard, parce que DS voulait absolument des jantes larges, voire proposer des grandes jantes. Ce sont des 20 pouces ici, il y a d'autres tailles, mais elles partagent la même plateforme que la Peugeot 308 et l'Opel Astra. Et donc, pour pouvoir mettre ces grandes jantes, ils ont dû allonger le capot pour la DS4. Il faut savoir qu'en plus, que cette DS4 n'est pas construite en France. Ah, elle est construite chez Opel à Rüsselsheim. C'est un Opel alors, allez. Ah non, parce que franchement, si on regarde le style, si on regarde un petit peu, on verra tout à l'heure l'intérieur, c'est une DS. Elle se différencie vraiment de l'Opel Astra et aussi de la Peugeot. Donc on a vraiment là, à ce niveau-là, DS marque bien son territoire. Petite astuce aussi, on voit que les poignées de porte sont intégrées dans la carrosserie, donc quand on appuie dessus, ça s'ouvre pour pouvoir ouvrir la porte. On voit quand même, ouais, comme je disais, ça se termine ici avec des plis et la ligne qui continue vraiment très loin. On a vraiment un travail très fort sur le design, mais ça reste stylé, reste même chic d'ailleurs. Elle se démarque du reste du segment, et également avec ses feux arrière, avec cet effet un peu boomerang qui rappelle un petit peu les chevrons de Citroën. On ne se refait pas. Et il reste toujours encore. Et il reste toujours un petit quelque chose, mais c'est bien une DS. Hein, donc, ne faut pas croire que c'est une C4 améliorée, c'est vraiment une DS. Donc, comme on l'a fait en Rüsselsheim chez Opel, je suppose que le catalogue de moteurs, c'est la même que dans l'Astra. Bah, oui, parce qu'en fait, le groupe Stellantis maintenant, qui regroupe notamment Peugeot, Opel, Citroën, DS et d'autres marques, bah, évidemment, ils vont puiser dans le même catalogue moteur. Et donc, on va retrouver des moteurs qu'on connaît déjà par ailleurs. Par exemple, en bas de gamme, on a le moteur PureTech Essence 1,2 litre, un 3 cylindres de 130 chevaux. On a aussi un diesel, un 1500 HDI de 130 chevaux. Ici, on a la version hybride rechargeable avec un 1600 essence PureTech de 180 chevaux, un moteur électrique de 101 chevaux. Les deux ensemble, ça fait 225 chevaux, une petite batterie de 12 kWh pour la conduite en électrique et un chargeur de 7 kW qui permet de recharger la batterie en 2 heures sur un boîtier et en 4 heures sur une prise classique. Donc ça permet quand même d'avoir une belle offre. Et en plus, en 2024, on va arriver la DS4 100% électrique. Sur le même châssis? Sur le même châssis, parce que ça, c'est une règle chez Stellantis. Les voitures peuvent recevoir tous les types de moteurs, d'essence, diesel, hybride ou électrique, sans devoir forcément changer la carrosserie et le châssis. Donc, on a fait des châssis modulaires. Ouais. Je sais aussi, chez DS, ils ont aussi le système, le grand plug-in avec la 4 roues motrices. Est-ce que ça vient aussi ici dans la DS4? Non, les plug-in 4 roues motrices, c'est réservé aux grands modèles. Et la DS4 n'est pas un grand modèle. C'est un modèle de moyen, c'est déjà un beau modèle, mais ce n'est pas un grand modèle. Donc, la version Cross,
que DS4 propose aussi. Donc c'est une version qui ressemble à un SUV. Bah, ça reste une traction, ça reste une 2 roues motrices. C'est juste, elle a le style, mais elle n'a pas les 4 roues motrices. Et au niveau des boîtes, boîte manuelle, boîte automatique ou... Automatique 8 rapports. Ah, ok. Voilà. C'est pas plus compliqué, sauf l'électrique plus tard évidemment, mais en tout cas pour toutes celles qui ont un moteur thermique, c'est automatique et 8 rapports. Ben, Olivier, je dois dire, au niveau de finition et la qualité des matériaux qu'ils ont utilisés, ça me semble vraiment premium. Ah oui, là ils ont fait des vrais efforts, c'est vraiment bien fini, même les surpiqûres, on a évidemment les sièges bracelets qui sont vraiment une marque de fabrique de DS. Ils sont super confortables aussi. Ah, ils sont très confortables. Alors, on a une belle planche de bord assez haute. Et ici, c'est peut-être le seul truc un petit peu de mauvais goût, on va dire. Ouais. Il manque quelque chose, mais sinon, pour le reste, c'est vraiment très joli. Il faut toutefois s'habituer à une ergonomie un peu particulière. Par exemple, l'affichage tête haute, qui est un très bon affichage tête haute. D'habitude, c'est un bouton de réglage soit au volant, soit sur l'écran. Et donc, j'ai eu du mal à le trouver. Et je l'ai trouvé. Ok. Il est au même endroit que les boutons de rétroviseur. Ah ouais. Donc en fait, on règle la hauteur de l'affichage tête haute via le bouton des rétroviseurs. Il fallait y penser. Ouais. Donc c'était pas forcément quelque chose que j'ai eu comme réflexe d'aller chercher pour le régler. L'ergonomie, justement, il faut un peu s'habituer. Et il y a un truc, je me demande bien à quoi il sert, c'est ce petit écran. Ah ben, je voulais déjà te demander, c'est quoi en fait? Alors, normalement, c'est un petit écran qu'on peut personnaliser pour pouvoir faire des fonctions. Tu vois, comme on voit ici, on arrive ouais. sur des raccourcis et des favoris. Sauf que j'ai pas été voir le mode d'emploi. Et du coup, j'ai toujours pas compris comment de régler les favoris. Ceux qui sont là, c'est ceux qui ont été réglés par le oui. constructeur qui nous a prêté la voiture. Donc, je suis un peu perplexe de l'utilité de cet écran. Moi, j'ai eu comme réflexe de croire que c'était pour écrire des lettres. Parce que quand tu vois, ça laisse, on peut faire des belles lettres comme ça. Mais non, ça sert pas à ça. Mais tu sais faire ça aussi sur l'écran tactile même. Bah oui, c'est un écran tactile. Donc, voilà. À quoi ça sert, on n'en sait rien. Ok. Mais ça fait joli. Ok. Voilà, ça fait très joli. Pour le reste, en parlant de ce qui est joli, il y a des petites choses sympathiques. Par exemple, ici, on a un système de réglage d'aérateur qui est Mhm. tout à fait original et qui est plutôt bien intégré dans la planche de bord. On voit quand même qu'il y a un aspect très chic dans la voiture. C'est vraiment ce style chic, limite bling-bling, mais juste à la limite. C'est-à-dire que c'est à la limite d'en faire trop. Ils se sont arrêtés juste à temps. Ouais, Ils se sont arrêtés juste à temps. Mais pour le reste, on est plutôt bien confortable. L'écran numérique dans la casquette est assez profond, mais il est complet. Il est vraiment complet. Il est juste à la bonne hauteur. Et comme on a un très bon affichage tête haute, si on aime bien conduire avec l'affichage tête haute, franchement, à ce niveau-là, rien à redire. Il faut aussi rajouter que la navigation maintenant a été confiée à TomTom. Oui. Voilà. Le système même me semble nouveau. Tout le système est nouveau, oui. Et en plus, ici, la navigation TomTom avec système via la 4G, où on peut avoir des informations de trafic en temps réel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, juste encore un truc, on a ici des boutons pour la climatisation. C'est juste pour lancer le menu de climatisation, il faut passer par l'écran pour la clim. Ouais. Voilà. Et c'est pas par ça pour changer la clim, non, ça c'est juste pour changer l'aération. Ok. Donc, voilà. Au niveau de pratique, le coffre. Alors, le coffre, il n'est pas très grand. Et en plus, il y a les deux sacs de câbles, parce qu'il y a le câble type 2 et le câble pour brancher sur la prise qui prennent beaucoup de place. C'est des grands sacs. Et donc, c'est pas franchement le coffre le plus pratique de la catégorie. Enfin, ça permet quand même de partir avec ses bagages, mais il ne faut pas être trop gourmand au niveau des valises. Ok. La porte arrière, Olivier, est-ce qu'on sait encore se blesser à la porte? Est-ce qu'elle est encore dangereuse ou c'est une porte On va normale? regarder, c'est voilà. mais rien. Alors, on va curieux. pousser, voilà, on ouvre. Et tu vois, ils ont enlevé la pointe qui nous faisait si mal. Voilà. Heureusement. Voilà, ça c'est très bien. Alors, on va rentrer à l'intérieur pour voir, à l'arrière. Alors, il ne faut pas avoir des grandes jambes pour rentrer. Ah. Et puis là, il y a autre chose. Regarde, je vais fermer la porte et je te montre. Ouais. Incroyable. Ah, vitre normale. Une vitre normale d'ancienne DS4, on ne pouvait pas baisser Non. la vitre à l'arrière. Et donc voilà, ça c'est le petit plus maintenant de cette nouvelle DS4. Et la place arrière, elle est correcte? Ah ouais, elle est correcte. Bon, moi j'ai déjà rarement des problèmes de place à l'arrière, ça va. Oui, bon, j'ai quand même plus d'une main au-dessus de ma tête, donc je suppose que les personnes un peu plus grandes que moi ne toucheront pas forcément le plafond. Alors ici au niveau des jambes, le siège est quand même assez bien reculé, donc j'ai quand même assez de place. Ceci dit, ça reste quand même une taille normale pour une voiture. Voilà, de ce gabarit, voilà, c'est ça. Donc c'est pas non plus le grand confort, mais c'est suffisant. On est plutôt bien assis, suffisamment d'assises en tout cas pour que les fesses soient bien posées sur le siège. Donc à ce niveau-là, au niveau confort, c'est pas trop mal. On a un accoudoir bien placé aussi, donc c'est vraiment pas mal.
Bon, au niveau de comportement, elle est faite en Allemagne. Alors, est-ce que le comportement, c'est plutôt allemand ou est-ce qu'il y a encore le confort français? Alors, on a encore le confort français. Alors, si on compare dans le groupe Stellantis, elle se rapproche plutôt d'une Peugeot. Mais il y a encore ce petit quelque chose Citroën, parce qu'il ne faut pas oublier Ouais, que quand même. DS, à l'origine, c'est quand même Ouais, Citroën. ouais. En fait, elle a un système de suspension qui est contrôlé avec un amortissement adaptatif, proactif même, grâce à une caméra qui va scanner la route. Et Ouais. en fonction de ça, ça adapte en temps réel le tarage des amortisseurs. Et donc, ça permet d'avoir une voiture très confortable. Mais c'est pas une voiture tapis au volant non plus. C'est une voiture vraiment qui a quand même une bonne aisance sur la route, qui montre quand même comment la route se retrouve devant nous. Donc on a quand même un petit sentiment de pilotage. Donc c'est une sorte de compromis entre l'allemand et le français. Mais c'est pas sportif. C'est pas sportif, c'est pas sportif. Disons que c'est une voiture qui est dynamique, plutôt dynamique. Elle n'est pas vraiment sportive, mais elle n'est pas complètement déconnectée de la route non plus. Donc ça nous donne quand même des sensations de plaisir au volant, grâce notamment à une bonne accélération aussi. La direction, elle n'est pas trop souple, elle n'est pas dure non plus. Donc c'est vraiment, on joue vraiment sur la subtil mélange de dynamisme et de confort. Donc le but c'est d'abord que la voiture soit confortable, mais elle ne doit pas être ennuyeuse à conduire. Ah. Parler de confortable, c'est ce qui m'étonne, c'est la silence. Ah ouais, il y a un silence incroyable dans cette voiture et ça c'est notamment lié à une option. Ce sont des vitres renforcées qui donnent une meilleure insonorisation, donc ça nous isole vraiment de l'extérieur. Donc on est vraiment dans une sorte de cocon de bien-être et en plus quand elle roule en électrique ici, comme ici avec la voiture, avec la solution hybride, on est vraiment dans une sorte de bulle isolée du reste de la circulation. Donc ça rajoute évidemment aussi un petit cachet au confort de la voiture. Et parler de l'électricité, combien d'autonomie est-ce que tu as de Alors, la batterie? on peut espérer, sauf si on est sur l'autoroute à toute vitesse Ouais, évidemment, on peut espérer 50 km d'autonomie. Oh, c'est Là, pas il nous mauvais. reste 42% sur la batterie, il nous annonce 22 km. Et C'est pas donc, comme mauvais on du a tout, déjà hein? bien roulé, Ouais. c'est une estimation qui est évidemment correcte puisqu'elle correspond à notre mode de conduite. Donc, c'est quand même pas mal, c'est correct. Et quand la batterie au bout de sa vie, quand elle est vide, la consommation en mode 100% Ouais. thermique n'est pas excessive non plus. Ok. On arrive à faire des moyennes de 6 litres et demi sans trop se forcer. Donc, c'est ce Ok. qui est vraiment pas mal. Ça veut dire aussi que la voiture garde quand même une petite hybridation malgré tout. Et donc, elle contrôle bien ce fonctionnement entre les deux moteurs. Et il faut savoir aussi qu'on peut notamment aller dans le menu ici pour aller chercher le e-save, donc pour Mhm. garder la batterie, pour pouvoir l'utiliser dans les villes, par exemple. Mais qui cherche pas. Elle peut charger. En fait, on doit dire si on veut garder 10 km, 20 km ou si on veut retrouver la batterie au maximum. Et donc là, à ce moment-là, elle va charger un peu pendant la conduite. Mais le but de e-save, c'est d'abord de garder la batterie pour un certain nombre de kilomètres qu'on a sélectionné à l'avance pour pouvoir, par exemple, faire de l'autoroute et garder l'électricité pour rentrer dans une ville. Jean-Olivier, DS, on sait qu'il y a une ambition premium. Est-ce que ça se voit aussi dans les prix? Alors, je vais te dire que la moins chère, la 1200 PureTech, est juste en dessous de 30 000. Voilà. Donc, Ici? ici, on est déjà à Plug-in? minimum 38 000 euros parce que c'est un plug-in hybride. Donc, avec les petits ajouts, ben, on dépasse les 40 000. Donc, ça reste quand même un petit budget. Alors, normalement, ils veulent s'aligner sur Mercedes Classe A, Audi A3, BMW Série 1. Ça reste quand même un peu moins cher Ouais, ouais, voilà. en entrée de gamme que les modèles allemands. Mais chez les Allemands, il y a encore le liste option. Comment est-ce que ça se joue ici chez DS? Alors, chez DS, on joue plus sur les packs et les finitions. Ok. Donc, on va plutôt travailler sur des packs et des finitions avec une petite touche parisienne, puisqu'on a par exemple des finitions qui s'appellent Rivoli ou Opéra, donc des endroits connus à Paris. Voilà, ça c'est la petite touche française de la DS4 et de DS en général d'ailleurs. Donc, on peut quand même s'en sortir un peu moins cher que les Allemands, Ok. mais ça Donc reste. plus ou moins la même en option. Voilà, Ouais. au niveau raffinement et Ouais, ouais. au niveau voilà, image de marque, ça reste quand même une voiture qui peut apporter une belle image de marque. Ceci dit, en valeur résiduelle, ce ne sont pas des Allemands. Donc la DS va certainement perdre de sa valeur plus rapidement qu'une Audi, une Mercedes ou une BMW. Bon, ça, il faut en tenir compte aussi. Mais ceci dit, comme on l'a payé un peu moins cher au départ, on peut Ouais. peut-être s'y retrouver quand même. Donc on peut estimer que à ce niveau-là, DS va peut-être plus un petit cran en dessous que les premiums allemandes, mais ça reste une voiture avec un produit bien fini en tout cas. Alors, un offre intéressant.
C'est une offre intéressante qui, en tout cas, peut satisfaire une clientèle qui recherche ce genre de voiture stylée. Ok, Olivier, conclusion. DS et sa DS4, est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée ou est-ce que ça reste quand même un Citroën dans un autre pot, je dirais? Alors, c'est plus une super Citroën. Ok. Ça arrive à être différent. Alors, on retrouve évidemment des petites références à Citroën, hein, mais elle a maintenant son style, elle a surtout, et c'est très important, son comportement de route, son toucher de route, qui est quand même assez différencié de ce qu'on connaît chez Citroën. Ça se rapproche plus de ce qu'on a chez Peugeot. Et donc, ça rapporte une petite identité particulière à cette DS4, et tout ça dans un écrin chic et raffiné. Et c'est vraiment là où DS arrive maintenant à sortir du lot par rapport aux autres marques françaises du groupe Stellantis, donc Peugeot et Citroën en particulier. C'est qu'elle arrive maintenant à arriver à ce niveau de finition et de luxe et de qualité qui étaient normalement ses ambitions au début. Il y a eu quelques couacs au début, on sent qu'ils ont appris et qu'ils s'améliorent. Donc là, cette DS4, on peut dire maintenant qu'elle arrive à démontrer que DS peut avoir son identité. Maintenant, elle doit pouvoir sortir du lot et se démarquer des autres marques du groupe Stellantis, parce que dans ce domaine-là, on a aussi Alfa Romeo, hein, on a aussi Lancia. Donc, est-ce que DS va s'en sortir? Je ne sais pas. En tout cas, elle apporte une touche très française dans le domaine des voitures premium. Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail, mais ils sont sur la bonne voie. Maintenant, est-ce que ça va s'arrêter net parce que voilà? Mais en tout cas, c'est beaucoup plus abouti que les DS qu'on a connus auparavant, et en particulier la DS4 de première génération. Merci à vous pour votre attention, merci à Steven pour le dépannage. N'oubliez pas que vous avez plein d'autres essais, plein d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Moniteur Automobile. Au revoir.